15 minutes à la fin pour répondre à des questions si vous en avez. Donc, j'ai ma collègue Marisol Dubreuil qui est avec moi aussi du service santé bien-être qui va m'aider pour animer le clavardage. Donc, aujourd'hui, en fait, la rencontre porte le titre Faire toujours plus avec moins, être efficace, engagé, tout en préservant son équilibre. Alors, on a pour l'occasion France Saint-Hilaire qui va nous venir nous présenter un contenu fort intéressant. Donc, France Saint-Hilaire qui est professeure titulaire, vice-doyenne adjointe à la santé durable à la Faculté de la médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheure régulière au Centre de recherche Charlemagne. Donc, France, je t'invite à venir en avant pour commencer à présenter ton contenu. Merci. Alors, bonjour aux personnes dans la salle. Comme je ne suis pas très grande, les micros ne sont jamais bien ajustés pour moi. Donc, je vais devoir être statique puisqu'on est en web diffusion, ce qui n'est pas mon habitude. Marilyn le sait, j'ai tendance à bouger un peu plus, mais je vais quand même me contenir. Soyez pas inquiets pour ceux qui sont en ligne. Donc, je suis très heureuse de venir vous parler de la charge de travail, un sujet qui est souvent très chargé en émotions. Et on va essayer de démystifier la charge de travail pour voir c'est quoi son lien avec la santé psychologique, parce qu'on parle souvent de la charge comme un risque psychosocial, un risque de plus en plus important. On va voir aussi que la charge de travail, c'est pas juste les tâches ou la somme des tâches ou juste la quantité de travail. On va aussi parler du processus d'autorégulation qui va nous donner différentes stratégies pour agir sur la charge de travail. Regardez aussi les ressources qui sont disponibles dans notre environnement pour agir sur la charge. Et finalement, on va aborder deux thématiques, la collaboration qui peut être source de surcharge parfois, mais aussi une ressource pour nous aider à passer au travers d'une charge de travail importante et l'important de mettre de petites pratiques en place à effet papillon pour essayer d'attaquer quelque chose qui peut sembler énorme, la charge de travail, en le découpant en petites tranches de bananes au quotidien dans notre zone de pouvoir. Alors, j'espère que ça va fonctionner en ligne, mais j'ai un petit slido pour vous si vous souhaitez scanner le code QR ou encore avec le slido.com. Je vous pose la question suivante. Quel est votre stress actuel par rapport à votre charge de travail? Alors, techniquement, vous allez avoir... Ah, il y en a qui sont vraiment en détresse, hein? OK, ça se régule. Il y en a qui ont des cœurs dans les yeux. OK, on est pas mal dans la moyenne. Ça bouge, ça bouge. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, on s'en va vers du neutre. Il y a des gens qui ont le sourire. Il y a un 16 qui est un petit peu plus en détresse. Ça continue de bouger. D'accord, ça commence à se stabiliser. Bon, ben, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais vous êtes dans la moyenne de la population. Donc, effectivement, peut-être que aussi ce sentiment-là, vous avez la perception qui change à travers le temps, à travers vos semaines, à travers l'année. C'est tout à fait normal. Puis, on va essayer de voir comment ça fonctionne, ce sentiment de surcharge. Alors, pour ceux qui connaissent un peu moins la santé psychologique ou comment ça fonctionne, on va y aller avec un concept de base qui est le stress. Parce que quand on parle de risques psychosociaux, on parle de stresseurs qui sont présents dans notre environnement de travail. Et la charge de travail peut être à la fois un facteur de protection ou un facteur de risque ou un stresseur. Mais le stress, comment ça fonctionne? Je vais passer rapidement, mais c'est vraiment lorsque nous étions des hommes préhistoriques, notre cerveau était un détecteur professionnel de menaces. Et à l'époque, cette menace, c'était le mammouth. Devant un mammouth, vous aviez deux possibilités. La première, c'était de courir très vite pour vous sauver. La deuxième, c'était de tuer le mammouth pour le manger. Et grâce à la détection de la menace, vous allez activer votre système nerveux sympathique et parasympathique qui régule plein de processus corporels de façon automatique. Entre autres, vous allez... votre circulation sanguine va augmenter pour envoyer du sang dans vos muscles, très important pour tuer un mammouth et courir très vite. Votre digestion va ralentir, c'est pas le temps de digérer, hein, c'est le temps de tuer un mammouth ou courir. Votre pupille va également se dilater.
Ça nous permet d'avoir une acuité visuelle accrue, particulièrement durant la nuit. Et grâce à l'activation de ces systèmes, nous allons sécréter les fameuses hormones de stress. Cortisol, adrénaline qui sont les plus connues, mais il y en a d'autres comme la vasopressine qui vont vous permettre de faire les deux seules choses que je vous demande, courir très vite ou tuer un mammouth. Le problème avec le stress contemporain, c'est que notre cerveau ne fait aucune différence entre le stress, la menace qui va menacer votre intégrité physique et celle qui va menacer votre intégrité psychologique. Donc, si par exemple, je vous donne un délai qui vous apparaît déraisonnable, ça va provoquer chez vous un sentiment de stress. Et ça va provoquer exactement la même réaction dans vos processus corporels. Et c'est pour ça que le stress chronique et prolongé peut avoir des effets à long terme sur notre santé physique, mais bien sûr psychologique. Donc, le stress, c'est nécessaire à notre survie. Si on est encore ici en 2025, c'est parce qu'on est stressé. Si vous vous êtes levé ce matin, c'est parce que vous avez des hormones de stress dans le sang. Ce soir, en vous couchant, normalement, elles vont réduire dans votre système. Donc, le stress, on en veut et ça permet de mobiliser de l'énergie, de l'attention, des ressources dans des moments qui sont importants. Si vous êtes en soins, par exemple, et que vous vivez une urgence, le stress va vous être utile. Le problème, c'est lorsqu'il devient chronique et qu'il est répété dans le temps, et c'est là qu'on va avoir des effets délétères. Je vais vous parler aussi de la capacité d'adaptation parce que ça va nous permettre de faire le lien entre la charge de travail ou la surcharge de travail et la santé psychologique. D'abord, on va parler de défis parce qu'à chaque fois que vous faites face à un défi, n'importe quel défi vous pouvez avoir dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça va être l'équivalent de monter une montagne comme le Kilimandjaro. Okay? Surtout si vous n'avez jamais relevé ce défi-là. Et quand vous relevez un défi, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir plus de détresse psychologique. La détresse psychologique, c'est une atteinte précoce à la santé mentale. C'est un indicateur que votre santé mentale pourrait se détériorer. C'est un peu comme un élastique. Et si vous vivez beaucoup de détresse, je vais mettre beaucoup de tension dans votre élastique. Vous allez avoir ce qu'on appelle une perte de fonctionnement optimale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous ne serez pas aussi efficace que normalement. Je vous donne un exemple. Change votre téléphone, votre ordinateur, votre système d'exploitation demain, votre salle d'opération. Vous ne serez pas efficace comme vous l'étiez la veille. Donc, à chaque fois que je relève un défi, je vis plus de détresse et j'ai une perte de fonctionnement optimale. Ce qui est merveilleux quand on relève des défis, cependant, c'est qu'on fait notre défi et ce qui va se produire, c'est qu'en répétant ou en vivant l'expérience, on va s'adapter. Ça fait 4 jours, 5 jours, 8 jours que j'ai mon nouvel emploi, que j'ai mon nouvel ordinateur, ma nouvelle salle d'opération. Je m'adapte. Et quand je m'adapte, je développe des nouvelles ressources. Et ça, c'est fondamental. Donc, si on arrête de relever des défis et qu'on ne s'adapte plus, on va avoir de la difficulté à développer des ressources. Et c'est pour ça que les gens qui font une bonne gestion des défis dans leur vie et qui prennent le temps de s'adapter, vont vivre davantage de bien-être en vieillissant. D'ailleurs, si vous avez 50 ans et plus, vous êtes sur la courbe de l'ascension du bonheur. Parce qu'effectivement, votre expérience vous permet de voir devant un défi, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà relevé ce défi-là. Mais le problème, parfois, avec la surcharge de travail, c'est qu'on va vivre des défis sans avoir le temps de s'adapter. Et c'est là que ça devient délétère, la charge de travail. C'est lorsque vous montez une montagne, vous n'avez pas le temps de vous adapter, vous montez une nouvelle, nouveau défi, et là, on a ce sentiment de surcharge-là qui va nous envahir. La capacité d'adaptation, lorsqu'on ne prend pas le temps de s'adapter, on va aller puiser dans nos ressources personnelles. Puis nos ressources personnelles, c'est comme un réservoir d'essence ou encore c'est comme un garde-manger. Si vous ne prenez pas le temps de le remplir, éventuellement, vous allez vous épuiser. C'est un peu cet équilibre-là qu'on va essayer de trouver entre les défis qui me sont présentés, ce que je dois relever et les ressources dont je dispose. Et tantôt, ça va être d'agir sur moins de défis, tantôt, ça va être d'aller chercher plus de ressources et tantôt, ça va être de jouer à l'équilibrisme entre ces deux dimensions-là. Donc,
On se souvient que le défi, c'est positif en soi, le stress aussi, c'est positif en soi. C'est lorsqu'il devient chronique que le stress est négatif et les défis deviennent un problème à partir du moment où je ne prends pas le temps de m'adapter ou refaire mes ressources. Je dois aussi vous dire que la charge de travail, c'est à la base positif. Ça nous permet de nous accomplir, ça permet aussi de vivre du bien-être. D'ailleurs, si je veux vraiment affecter votre santé psychologique, je vais vous asseoir dans un bureau pendant toute une journée à rien faire. Le problème avec la charge, c'est lorsqu'on n'a pas le temps de refaire le petit réservoir ici en bleu. La charge de travail, vous avez peut-être l'impression que tout le monde est surchargé. Et il y en a qui pensent que c'est peut-être juste une question de perception. À force de dire qu'on est surchargé, ben, on finit par le penser. On s'est posé cette question-là, les chercheurs. Et effectivement, je vous dirais que depuis avant les années, avant 2020, juste avant la pandémie, on commençait à noter une augmentation de ce facteur de risque-là dans les questionnaires, les sondages qu'on allait faire dans les organisations, mais aussi les enquêtes épidémiologiques, là où on suit toute la population. La pandémie a été un catalyseur. Et je vous dirais que le post-pandémie est presque plus intéressant parce qu'on est en train de vivre actuellement une succession de transformations sans précédent. Au même moment, évidemment, dans le réseau de la santé, on vit une transformation majeure, mais on vit aussi des transformations sociales qui sont importantes. On va voir une augmentation des inégalités sociales qui sont en augmentation, un fonds de crise économique qui est en train de s'installer, mais aussi une transformation importante des emplois avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on est dans une espèce de tempête parfaite où présentement, le soutien technologique qu'on peut avoir, qui va nous fait espérer qu'on va gagner du temps avec des tâches inutiles et déraisonnables, n'est pas complètement installé, est à géométrie variable. L'avancée technologique dans certains milieux, certains secteurs, certains emplois est très différente, ce qui fait que on vit ces transformations-là, mais on n'est pas encore très efficace avec. On vit un peu dans l'ancien monde et dans le nouveau, et ça peut être extrêmement taxant sur le plan de la surcharge de travail. Donc, si vous avez le sentiment que la surcharge est en augmentation, la réponse est oui, et tout secteur d'activité confondu. D'ailleurs, je dis à toutes les organisations, si vous faites un sondage sur les risques psychosociaux, peu importe où vous êtes sur la planète, la surcharge de travail va arriver en tête de liste pour les raisons que je viens de vous nommer. On va voir après qu'est-ce qu'on peut faire avec ce problème. Mais ce qui est intéressant ou particulier avec la surcharge de travail, c'est comparativement à d'autres facteurs de risque, il y a certains effets spécifiques. Donc, pour ceux qui ont répondu tout à l'heure, qui étaient neutres, ça, les neutres, il faut toujours les surveiller. Les neutres par rapport à la charge peuvent basculer du côté sombre ou du côté obscur ou encore du côté du soleil. Il faut toujours les surveiller. Mais il y avait quand même une portion de personnes qui rapportaient avoir une charge qu'ils considèrent déraisonnable. Les effets qu'on peut observer quand on est exposé à une surcharge de travail, c'est d'abord des effets psychologiques. Alors, il y a une espèce de cercle vicieux qui est intéressant ici. Plus vous êtes surchargé, plus vous allez avoir la perception que vous êtes surchargé. Comment ça fonctionne? Je vous donne un exemple. Vous êtes très fatigué, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de faire les tâches que vous devez faire ou pas mettre la qualité que vous souhaitez faire. Si je vous demande une tâche supplémentaire, votre perception ou votre évaluation de la demande que vous allez faire va être beaucoup plus exigeante que la réalité. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, je reçois un courriel la semaine passée, j'étais très fatiguée, je regarde le courriel, encore quelque chose à remplir, de la recherche d'informations avant de répondre au courriel. Je me dis, oh mon Dieu, ça va prendre 1 heure cette affaire-là. J'avais de la difficulté à évaluer ce qu'on me demandait parce que j'étais fatiguée. Au final, quand je l'ai fait lundi matin, c'est une affaire de 10 minutes. Donc, c'est très important de gérer notre surcharge de travail parce que plus on est en surcharge, plus on va percevoir de la surcharge. Et là, vous voyez, on ne s'en sort pas. Deuxième effet, ça aurait un effet spécifique sur la détresse psychologique. C'est ce qui va venir mettre rapidement de la tension dans votre élastique. Je peux le traduire aussi par avoir la mèche très, très courte. Plus vous êtes surchargé, plus vous allez avoir tendance à surréagir à n'importe quelle demande que je vais vous faire et à devenir très désagréable et à créer des situations de manque de respect, d'incivilité, etc. Quand vous êtes surchargé, plus de risques d'erreurs et d'incidents également. C'est normal parce que votre attention est divisée, on va le voir tout à l'heure. Et finalement, sur le plan physiologique, quand vous êtes surchargé, on va voir 2 symptômes très particuliers qui sont l'augmentation de votre rythme cardiaque
et la fatigue visuelle. C'est normal parce que là, votre cerveau, il est en train de vous dire tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Il envoie beaucoup de sang à votre cœur pour essayer de tuer le mammouth, qui est un délai, ou finir la journée dans les délais qui sont prescrits. Donc ça, vous pouvez surveiller ça. Ce sont des symptômes si vous êtes sensible, psychologiques, comportementaux et physiologiques. Moi, je le vois, là, je suis une fille qui est très stricte sur le français. Quand je commence à faire des coquilles, je me dis, oh, là, ça c'est un effet de la surcharge de travail. Alors, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans la gestion de votre charge de travail? Je vous donne comme option organiser votre temps, prioriser les tâches que vous devez faire, gérer les interruptions ou maintenir mon attention sur une tâche. Oh! Très intéressant. On a de la compétition entre les deux premiers. J'adore ces slides-là. Il y a comme une petite excitation. Oh! Alors, ça commence à se stabiliser. On a un gagnant, gérer des interruptions. Sans grande surprise, je savais que ça allait être gérer les interruptions, bien que j'ai eu une petite crainte tout à l'heure, puis j'allais vous dire, vous êtes peut-être différent du reste de la population. Par contre, maintenir mon attention sur une tâche qui est intimement liée aux interruptions. Ça, je vais vous le dire. Souvent, là, les gens vont avoir parfois l'impression d'avoir de la difficulté à prioriser, surtout dans le réseau de la santé. Parce que j'aime donner comme exemple dans le réseau de la santé, quand moi, je suis surchargée, là, puis que je ne suis plus capable de prioriser, je vais dire, je me sens comme au triage où tout est priorité numéro 1. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux enjeux de la charge de travail. Alors, quand on parle de charge de travail, on parle de plusieurs choses. D'abord, du stress numérique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas de montre intelligente. Ce n'est pas pour rien. En fait, on va le voir avec l'interruption actuellement. L'hyperconnexion qu'on est en train de vivre fait que vous ne pouvez même pas aller à la salle de bain sans être interrompu. En fait, il n'y a plus de moment dans votre vie où vous ne pouvez pas être rejoint. Puis ça, c'est assez nouveau dans l'évolution de l'humanité. Au point que pour les gens hyper connectés, puis quand je dis qu'on connecte tout, je connecte même la qualité de votre sommeil, combien de pas vous avez fait, etc., qui peut, pour certaines personnes, représenter un stress. Je n'ai pas fait mes 10 000 pas aujourd'hui. Mon sommeil n'a pas été réparateur. Donc, ce stress numérique-là nous provient de beaucoup d'entrées dans nos vies et on s'est même rendu compte que les gens qui sont très connectés aux notifications peuvent présenter des symptômes de choc post-traumatique, comme si je vous donnais un petit choc électrique à chaque fois qu'il y a une notification. Donc, le stress numérique, il faut vraiment en tenir compte actuellement parce que ça ne changera pas le numérique, même ça va aller à s'amplifiant, mais quels sont les mécanismes qu'on peut prendre pour pas que ça nous surcharge et pour pas que ça crée des interruptions, qui est une des dimensions de surcharge. La pression du temps. La pression du temps, c'est un peu le faire toujours plus avec moins. C'est-à-dire que vous avez normalement la même semaine de travail en termes d'heures à réaliser, mais vous rentrez plus dedans pour toutes sortes de raisons. Il y a des tâches qui se sont ajoutées, elles sont plus complexes, par exemple, ou on manque de ressources. 2 stratégies de coping qu'on peut mettre en place quand ça arrive, étirer les heures de travail, mais ce n'est pas possible pour tout le monde, pour des raisons de contrat de travail, pour des raisons personnelles. Dans les 2 cas, ce n'est pas positif. Je viens compresser ma journée de travail, on va le voir tout à l'heure, ce qui a un coût extrêmement élevé sur le plan de votre garde-manger, vos ressources. Mais étirer ces heures de travail, ce n'est pas non plus positif. Donc, c'est 2 stratégies temporaires, mais qui peuvent être très coûteuses. La charge cognitive. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'espèce de tempête parfaite dans laquelle on se trouve, c'est qu'il y a beaucoup de choses maintenant que je fais faire par ChatGPT et au Copilot, pour ne pas faire de publicité. Dans les 2 cas, on a l'impression que certaines tâches inutiles et déraisonnables dans lesquelles j'ai peut-être pas mis à profit toutes mes compétences viennent me soulager un peu. Mais on n'est pas encore rendu à cette efficience-là et ces outils-là qui sont accessibles maintenant à la population en général, on n'a pas été formés non plus à les utiliser avec efficience. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne savent pas c'est quoi les conséquences négatives que ça pourrait avoir en termes de sécurité des données. D'autres qui disent, si mon gestionnaire sait que j'utilise ChatGPT dans 80% de mes tâches, est-ce que je pourrais être remplacé?
Ce que ça a pour conséquence aussi, c'est que cette transition-là n'est pas organisée et présentement, on va laisser à l'être humain les tâches qui peuvent être exigeantes sur le plan cognitif. J'aime dire qu'il y a plusieurs années, quand je faisais des photocopies, mais j'étais frustrée de prendre 15 minutes pour me battre avec le photocopieur qui avait toujours un problème technique. À l'époque, par contre, ce 15 minutes-là, il me permettait de donner une pause à mon cerveau. Or, actuellement, quand on regarde ce que fait un travailleur dans sa journée, il y a peu de moments où vous avez une pause sur le plan cognitif. Donc, je vous dis ça parce que quand quelqu'un se plaint de surcharge de travail, si vous regardez juste votre perception de la quantité d'heures ou de tâches ou de travail qu'il a à accomplir, vous allez oublier plusieurs dimensions qui vont créer un sentiment de surcharge. Certaines personnes, parce qu'elles sont plus expérimentées ou ont une compétence particulière, vont recevoir des tâches plus exigeantes sur le plan cognitif. La charge mentale, c'est un terme qui a été popularisé dans la presse. La charge mentale, c'est un peu le nombre de post-it que vous avez dans votre cerveau. Combien il y a de tiroirs d'ouverts et votre cerveau fait absolument aucune différence entre les tâches que vous avez à faire dans votre vie personnelle et au travail. Lui, il doit gérer tout ça en même temps. On me demande souvent si les femmes sont meilleures, mais ils vivent plus de charge mentale. La différence qu'on peut voir entre les hommes et les femmes, c'est de façon générale, les hommes ont plus de facilité à venir compartimenter. Là, je suis au travail, je suis au travail. Là, je suis à la maison, je suis à la maison. Par contre, si nos systèmes fonctionnent, c'est parce que le cerveau des femmes est capable de connecter les différentes activités. Mais il y a un coût. Donc, on sait que peu importe si votre charge mentale, homme ou femme, est très élevée, il va avoir un coût sur le plan psychologique et physiologique. Donc, la charge mentale aussi est très inégale en fonction du rôle que vous allez jouer dans l'organisation, dans votre équipe, mais aussi ce que vous avez à gérer dans votre vie personnelle. Un autre élément, la fatigue de compassion, qui était avant propre justement aux travailleurs du secteur de la santé ou tous ceux qui sont en relation d'aide, psychologues, travailleurs sociaux, policiers. Maintenant, la fatigue de compassion, on la voit chez plusieurs types de travailleurs, dont les gestionnaires. On la voit aussi chez les gens qui sont au service à la clientèle. Donc, des clientèles qui sont de plus en plus en détresse psychologique ou des clientèles qu'on va dire difficiles, par exemple. Si on voit une montée de la tension, par exemple, dans la société, bien, on peut voir des gens qui vont décompenser à la SEQ ou au Canac. Alors, des moments où, à un moment donné, la boule monte et des gens qui ne sont pas formés pour recevoir ça vont le recevoir. Donc, cette fatigue-là, quand vous recevez des émotions difficiles ou des gens qui sont dans une situation précaire, ça va vous demander beaucoup de ressources et ça a un coût psychologique et physiologique également. Environnement multitâche, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps. On le voit beaucoup chez les gens qui sont au service à la clientèle, dans lequel vous n'êtes pas derrière un bureau à attendre que je vienne vous voir pour vous poser une question. Vous êtes en train d'écrire un courriel, vous êtes en train de faire de la saisie de données, mais en même temps, vous devez répondre à des clients. Le fait de faire plusieurs tâches en même temps, ça aussi, c'est extrêmement coûteux sur le plan des ressources. Je vous donne un autre exemple. Je ne vous ferai pas lever la main, mais vous savez très bien que si vous faites 2 tâches en même temps, et là, on ne parle pas de différence homme-femme, il va y avoir un coût. 2 tâches en même temps, par exemple, répondre à des courriels pendant que vous faites une réunion Teams, je suis sûre qu'il n'y a personne qui a jamais fait ça. Vous faites du multitâche et vous allez diviser vos ressources en 2 tâches. Non seulement vous n'êtes pas super efficace dans les 2 tâches, mais en plus, ça demande plus de ressources à votre cerveau, vous allez sortir plus fatigué. Mais on a vraiment le sentiment qu'on est efficace quand on fait ça. Bien, la réunion ne concerne pas vraiment, ce n'est pas intéressant, ça ne va pas assez vite. Ce qui fait qu'il y a une étude qui a montré que les gens qui étaient en réunion et qui faisaient une autre tâche, dont des courriels au même moment ou toute autre activité, retenaient en moyenne 35% de l'information. Imaginez, tout le monde se plaint d'avoir trop de réunions, que les réunions ne sont pas efficaces. Donc, vu qu'ils ne sont pas efficaces, ils n'écoutent pas. Mais si vous avez retenu 35% de l'information manquante, qu'est-ce que vous allez faire pour aller la chercher? Vous allez faire un appel, un courriel, un pop-up Teams. Bref, vous allez générer de la surcharge aux personnes qui vont vous donner de l'information.
La charge émotionnelle qui est associée à, par exemple, le type de tâche que vous devez faire. Fatigue de compassion, à force d'avoir de la compassion pour les gens que je soigne ou que j'accompagne. La charge émotionnelle, c'est par exemple, je peux avoir comme gestionnaire des cas difficiles dans mon équipe, une situation de harcèlement qui me prend la tête, qui m'empêche de dormir. Ça peut être moi aussi que j'ai une difficulté avec un collègue. Ça peut être envers les clients, les patients que je vais desservir. Est-ce que j'ai des cas qui m'amènent à devoir gérer des émotions difficiles, même à faire ce qu'on appelle du travail émotionnel, à exprimer une émotion que je ne ressens pas? Donc, il y a quelqu'un en extrême détresse devant moi, mais j'essaie de rester impassible, voire être dans la compassion, mais je souffre de ce que j'entends. Je trouve ça difficile à vivre parce que j'accompagne un patient, par exemple, qui est en phase terminale de cancer et que j'ai quelqu'un dans ma famille qui vit la même chose. Donc, cette charge émotionnelle-là va créer aussi de la surcharge de travail. Je vais vous parler maintenant de l'interruption, le mal du siècle. L'interruption, je vous ai déjà fait je vous ai donné un petit avant-goût avec les montres. J'aime citer cette étude-là, mais on n'en a pas trouvé des aussi rigoureuses depuis, mais c'était en 2011, les travailleurs du savoir, qui sont les travailleurs de la santé, entre autres, on rapportait qu'ils vivaient 85 interruptions involontaires en moyenne par jour. C'était en 2011. On n'avait pas tous les outils, donc les Teams, les plateformes de collaboration, on n'était pas aussi connectés. On peut penser que c'est 3 fois ce nombre aujourd'hui. Involontaire, ce n'est pas vous qui, par moment de procrastination, allez voir votre Facebook. C'est parce que vous êtes concentré en train de faire une tâche. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau. Il y a quelqu'un qui vous envoie un pop-up Teams. Votre Outlook est ouvert et vous recevez un courriel qui vous déstabilise. C'est ces interruptions-là qu'on vit au quotidien. Mais les ergonomes du travail ont déjà démontré que quand vous êtes en train de faire une tâche qui vous demande énormément de concentration, à chaque 5 minutes d'interruption que vous allez vivre, ça va vous prendre entre 19 et 22 minutes pour revenir à votre niveau de concentration que vous aviez avant. Faites le calcul, pas besoin d'être fort en maths pour se rendre compte que c'est pour ça que des fois, on sort de notre journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais qu'on est complètement épuisé. Donc, l'interruption, on est parfois des très grands interrupteurs sans s'en rendre compte et on est parfois des gens extrêmement interrompus. Plus vous êtes une personne d'expérience ou qui possédez beaucoup d'informations, plus vous êtes susceptible d'être interrompu. Sauf que dans votre charge, on ne calcule pas du temps pour ces interruptions qui étaient non prévues. Le flexi-travail, ça ne touche pas tout le monde dans le réseau de la santé, mais pour ceux qui vont avoir un travail qui est plus de bureau, bien, le fait de pouvoir travailler en télétravail ou d'être sur 2 sites, par exemple, se promener entre des sites, ça aussi, ça nous demande de l'adaptation à chaque fois. Votre environnement, votre cerveau aime ce qui est stable. Donc, c'est bien de pouvoir travailler à différents endroits. Ça va nous offrir un peu de flexibilité, comme le dit le terme flexi-travail. Je peux faire des dossiers en même temps que je vais au rendez-vous chez le dentiste avec mon enfant, mais ça demande aussi au cerveau un moment d'adaptation parce que mon environnement n'est pas le même. Ça aussi, ça peut augmenter la charge de travail. L'intensité du travail, c'est vraiment cette idée que présentement, on a le sentiment que tout est compressé. Tout va très rapidement. Vos réunions sont plus chargées, vos journées sont plus chargées et vous coupez sur les temps de ressourcement. Parce que vous allez préférer couper votre pause le matin puis l'après-midi que sortir plus tard le soir ou même peut-être faire quelques courriels en soirée ou suivi de dossiers. Alors, excusez-moi, il y a un petit moment de gel. Voilà, on est revenu. Le dernier dont je voulais vous parler, c'est la qualité du travail. Et ça agit particulièrement sur la satisfaction, le ressenti que je vais avoir pendant ma tâche. Je peux réussir à faire toutes mes tâches, mais je n'ai pas donné la qualité que je souhaitais. Vous savez, là, le sentiment qu'on le fait, mais il y a pas des erreurs, mais ce n'est pas au niveau. Ou vous avez, par exemple, vous êtes intervenu avec un client, un partenaire, un patient, mais vous n'avez pas pris le temps que vous auriez souhaité prendre. Et ça, la qualité empêchée, c'est un grand problème parce que ça agit sur le sens de notre travail. Donc, quand quelqu'un se plaint de charge de travail, la conversation va être un petit peu plus longue que combien d'heures tu as travaillé aujourd'hui ou combien de mandats tu as. Il y a une grande complexité qui est importante à analyser. Et quand on comprend
quelle est la complexité sur le plan individuel, dans mon équipe comme gestionnaire, mais aussi au niveau de l'organisation, bien là, ça nous donne quelques pistes d'intervention. Comment on s'attaque à ce gros mammouth de la charge de travail qui a de l'air immense, immense, immense? Bien, je vous dirais, un éléphant ou un mammouth, ça se mange une bouchée à la fois. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de le décortiquer en fonction de notre zone de pouvoir. Je n'irai pas agir sur le gouvernement. On n'a pas cette influence-là aujourd'hui, même si on sait qu'on va avoir l'influence sociétale est présente, mais on va essayer de se concentrer sur nos zones de pouvoir. Quand on agit sur n'importe quel facteur de risque, vous pouvez retenir un mot, le mot igloo, qui est de circonstance actuellement. Igloo pour I pour individu. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma zone de pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut faire comme groupe, comme équipe? Qu'est-ce que mon leader peut faire, mon gestionnaire? Qu'est-ce que l'organisation peut faire? Puis on peut penser aussi au contexte global. Effectivement, on espère que des fois, avec des chercheurs, avec des politiques publiques, on peut venir influencer la charge de travail. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des trucs pour agir sur le I, le G et le L pour avoir une influence sur votre charge de travail et celle des autres. Parce que j'aime répéter que sans le vouloir, des fois, on est le facteur de risque de quelqu'un d'autre, sans bien sûr ne pas avoir l'intention de stresser quiconque quand on se lève le matin. Alors, je vais vous parler de l'autorégulation pendant la tâche. On va venir agir sur votre I ici, sur ce que vous pouvez faire, vous, individuellement. Je vous présente un petit schéma. Ça a l'air compliqué à lire, mais ce qui est important, c'est à partir du moment où vous pouvez ressentir un sentiment de surcharge. Je vous ai donné des indices pour l'identifier, physiologique, comportemental, psychologique. Vous ressentez ce sentiment de surcharge. Vous pouvez regarder quelle est la cause dans ce schéma-là qui vous amène à vivre ce sentiment de surcharge. D'une part, est-ce que c'est la perception de la tâche? Si vous n'avez jamais fait ce que je vous ai demandé, ou que vous avez un cas très complexe, ça se pourrait que vous perceviez la tâche comme étant énorme. Comme le courriel que j'ai reçu la semaine passée dans un état de fatigue où je me suis dit, c'est une affaire d'une heure, cette affaire-là. La perception était énorme. Donc, vous pouvez le vivre sur une tâche, mais vous pouvez le vivre aussi sur l'ensemble de votre tâche. Quand j'ai attaqué ma semaine, je me suis dit, OK, ma semaine est très, très grosse. Et après ça, en la découpant en tranches de bananes, on passe à travers une activité, une après l'autre. Puis au final, à la fin de la semaine, mon Dieu, je suis arrivée. Puis en plus, j'ai eu du plaisir à travers tout ça. Donc, des fois, c'est de changer notre perception de la tâche. Comment on fait ça, changer la perception de la tâche? Des fois, c'est de ne pas prendre une décision sur comment on va faire la tâche. Ça peut être, par exemple, de faire une évaluation lorsqu'on est reposé ou encore de demander conseil à quelqu'un qui est capable de nous dire quelle est la tâche. Ça peut être un collègue, ça peut être un gestionnaire. Par la suite, il y a tout ce qui est ressources sollicitées par la tâche. Je sais que moi, qu'il y a des tâches, vous savez, quand on procrastine, c'est que notre cerveau, c'est un grand paresseux. Notre cerveau, il veut survivre, puis il veut conserver toutes les ressources. Fait qu'à chaque fois que vous lui demandez quelque chose de très, très complexe, il essaye de s'enfuir. Donc, les ressources que vous allez demander pour faire une tâche, quand elles sont très élevées, vos ressources cognitives, ça se pourrait qu'effectivement, ça crée un sentiment de surcharge. Je sais qu'il y a certaines tâches qui sont très exigeantes pour moi sur le plan intellectuel et cognitif. Si je les fais à un moment de fatigue ou un mauvais moment de la journée ou de la semaine, bien, ce n'est pas l'idéal. Aussi, dans vos équipes, si vous êtes gestionnaire, il y a des membres dans votre équipe qui vont avoir des tâches qui sont plus exigeantes sur le plan cognitif. Est-ce que c'est ça? Est-ce que mon quotidien, c'est j'en ai pas de petites tâches qui sont plus simples, plus efficaces? Je me souviens d'une médecin qui me disait, c'est vraiment bien comment on réorganise les soins actuellement, justement, quand on peut avoir la présence d'une IPS, ce qui fait que les cas qui restent aux médecins, ils sont les cas plus complexes. Donc, on augmente le nombre de patients vus. Mais elle me disait, c'était pas sans conséquence pour moi, parce que les cas que je vois, c'est les plus complexes, les plus longs. Puis elle m'avait dit à un moment donné, tu sais, des fois, une petite infection urinaire, là, ça me ferait du bien dans ma journée parce que ça me donnerait une pause à mon cerveau et j'aurais le sentiment aussi d'efficacité personnelle. Donc, des fois, on pense à un mode d'organisation idéal pour la société, pour l'équipe, mais pour l'individu, ça peut être extrêmement coûteux. Une autre dimension qui peut intervenir, c'est quelles sont vos ressources qui sont disponibles. Est-ce que vous êtes en train de diviser votre attention? Est-ce que vous êtes en train de faire 2, 3 choses en même temps? L'autre truc que je peux vous donner et qui est extrêmement difficile dans la société d'aujourd'hui, et pour vous en faire prendre conscience, essayez de penser à la dernière fois que vous êtes allé à l'épicerie, que vous étiez dans une file d'attente et que vous avez juste
rien fait. Fort à Paris, vous avez pris votre cellulaire pour vous désennuyer. Vous avez regardé quelque chose. Donc, d'être ici et maintenant, de dire, je suis dans une conférence, je ne suis pas en train de faire une autre tâche, je suis vraiment ici, je suis en train de faire ma vaisselle, je suis vraiment en train de faire ma vaisselle, je suis en train d'écouter de la musique, je suis vraiment en train d'écouter de la musique, d'arrêter de diviser vos ressources à travers plusieurs tâches va vous permettre de les préserver. Non seulement de les préserver, mais aussi de vivre plus de satisfaction à la fin de la journée. Il y a aussi ce que vous avez réellement investi dans vos ressources. Fait que ça se pourrait qu'aujourd'hui, je finisse à faire toutes mes tâches de la journée. Je suis vraiment contente, j'ai fait toutes mes tâches, mais je suis complètement épuisée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer d'une journée de travail et d'avoir aucune satisfaction parce que vous n'avez aucune énergie. Pas l'énergie pour faire toutes les activités que vous avez prévues, faire à souper, les devoirs, une activité sportive ou culturelle. Vous savez, ce sentiment-là d'être épuisé. Donc, parfois, on passe à travers toutes nos tâches, mais à quel prix? Donc, ça, c'est le prix de qu'est-ce que j'ai investi comme ressources. Mais si je divise toujours mes ressources en train de faire 3 choses en même temps, les ressources investies pour arriver au résultat qui est attendu est tellement élevé que vous allez le payer par la suite. Je vais vous parler de la performance à la tâche, mais pas dans le sens d'être performant, mais dans le sens de dire j'ai finalement réalisé la tâche et quel a été le coût-bénéfice. Ce qu'on essaie de faire le plus possible pour éviter d'avoir une perception de surcharge, au niveau individuel, c'est d'essayer de faire la tâche avec le moins de ressources possible. Et moins vous allez utiliser vos ressources, plus vous allez avoir ce sentiment-là de perception positive et de performance. Et vous allez voir, ce qui est transversal à tout ce processus-là, c'est le ressenti. Alors, je vais vous demander de prêter attention dans les prochains jours. Je vous donne un petit devoir. Demandez-vous à la fin de la journée comment vous vous sentez par rapport à votre journée. Puis si vous êtes capable, vous voulez pousser l'exercice plus loin, à chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes frustré et que ça ne me tente pas de faire cette tâche-là ou c'est pas à moi de faire ça? Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au fait que vous allez faire la tâche? Est-ce que vous éprouvez du plaisir par rapport à la tâche? Est-ce que vous êtes en colère? Votre ressenti pendant vos tâches va venir expliquer comment vous vous sentez par rapport à la tâche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un gros mandat qui vous surcharge, mais à la fin, vous ressentez un sentiment de satisfaction? Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire, moi, ça ne me dérange pas des fois de dépasser mes heures ou de faire quelques heures à l'extérieur parce que j'aime ça, ce dossier-là, ou je l'aime, cette cliente-là, ou avec cette patiente-là, ça m'apporte beaucoup de sentiments d'efficacité personnelle. Et de prendre conscience de notre ressenti, parce que moi, il y en a plein de tâches que je déteste dans ma vie, dont la correction. J'essaie beaucoup sur la correction de venir jouer sur mon ressenti. Donc, on va le voir dans quelques secondes. C'est ce qu'on appelle le processus d'autorégulation. Et je vais vous l'expliquer. Le processus d'autorégulation me permet de dire, OK, je ne suis pas dans un état optimal actuellement. Est-ce que je suis en mesure de changer mon état pour passer à travers cette tâche-là? Donc, par exemple, en travaillant le sens. Moi, j'ai trouvé des façons, quand je fais de la correction, de trouver le sens. Donc, je corrige différemment. Je fais des messages audio, style balado, parce que moi, juste enlever des points puis dire pourquoi j'ai enlevé des points, ça ne fait pas du sens dans mon travail. Mais je leur fais un balado dans lequel j'ai beaucoup de plaisir. Je leur fais leur gré d'évaluation, ça, je n'ai pas le choix. Mais un balado, je me dis, ça va être très constructif pour eux parce que je vais être en mesure d'aller plus loin puis de mettre aussi un élément plus émotionnel dans ma communication que je ne peux pas mettre quand je fais une évaluation. Puis ça, c'est me donner du sens à mon travail, ce qui fait que mon ressenti pendant la correction change. Le processus autorégulatoire, il est en filigrane de tout ça. À un moment donné, je me rends compte que ma perception de la tâche est peut-être erronée. Je me rends compte que, eh mon Dieu, cette tâche-là me demande tellement d'exigences cognitives, je ne suis pas disposée vendredi matin pour faire ça. Je me rends compte que je ne suis pas concentrée. Ma tête est ailleurs là, présentement. Je ne suis pas dans la réunion. Puis ça m'empêche d'avoir toutes mes ressources pour répondre à la question qui m'a pris par surprise. Hein, toi, France, qu'est-ce que tu en penses? J'étais ailleurs, j'étais en train de faire d'autres choses. Mais aussi, je me rends compte que j'étais en train d'aller chercher toutes mes ressources. Je réussis à faire la tâche, mais j'étais en train de m'épuiser. Ou encore, mon ressenti est très négatif pendant que j'étais en train de faire ma tâche. J'ai fait beaucoup de déplacements cette semaine. Et des fois, j'étais dans la voiture et je me disais, j'étais fatiguée.
Ce que j'ai fait, processus autorégulatoire, je me suis dit, non, je me repose. Je suis dans la voiture, il n'y a personne qui peut me déranger, j'ai tout désactivé mes notifications, puis j'écoute ma playlist préférée. J'ai changé tout de suite mon ressenti par rapport à la tâche que j'étais en train de faire. Le processus autorégulatoire, c'est votre capacité à prendre conscience de ce qui est en train de se passer par rapport au petit schéma que je vous ai présenté. Je vais vous donner plein d'exemples, ne vous inquiétez pas. C'est un mot des fois qui peut faire peur, mais rappelons-nous que c'est s'autoréguler. Fait que je me rends compte que j'évalue la situation, puis il y a un écart entre la situation que je suis en train de vivre et ce que je souhaiterais vivre. Alors, vous allez évaluer cet écart-là. Et là, vous allez dire, par exemple, j'ai 4 rencontres de prévues, la journée est chargée, mais j'ai le temps de bien me préparer. Donc, déjà, votre perception de la demande, c'est que vous êtes stressé le matin, là, j'ai plein de rencontres, ou j'ai plein de patients, ou j'ai des patients qui viennent de s'ajouter. Non, mais OK, non, ça va aller, je pense que je vais être capable de bien gérer, je suis préparée. Tout s'arrête. Votre processus autorégulatoire s'arrête là. Par contre, vous pouvez arriver puis vous rendre compte que je reçois trop de demandes de réunions urgentes ou trop de patients urgents ou on a trop d'urgence à l'urgence. Je suis contrainte d'annuler des rencontres prévues ou de faire ou de terminer plus tard. Là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Il y a un écart, vous ne serez pas en mesure de remplir la tâche telle que prévue. Vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai la motivation à mettre en place une stratégie pour corriger ça? Non, parce que c'est la réalité de mon travail. Je dois composer avec elle et faire de mon mieux. Vous vous dites, je n'ai pas la motivation, c'est ça, je laisse ça comme ça. Ou, oui, car j'ai besoin de temps et de disposition pour les dossiers que je dois traiter. D'ajouter d'autres réunions, ça va m'empêcher d'être disposée et de bien gérer mes dossiers. Donc là, vous vous rendez compte que vous voulez mettre en place quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Choix d'une stratégie. Est-ce que je reporte des rencontres? Non, c'est trop coûteux parce que je ne peux pas les reporter. C'est plein pendant 2 semaines. Ça s'arrête là. Ou je demande l'aide d'un collègue, par exemple, pour une rencontre. Peut-être qu'il y a une rencontre ou un patient que je pourrais transférer à quelqu'un d'autre. Parfois, vous avez la possibilité, parfois non. Et par la suite, vous allez évaluer, est-ce que cette stratégie-là a fonctionné? Peut-être qu'il n'y a aucun collègue qui veut prendre mon patient ou ma rencontre. L'objectif ici, c'est de rendre ce processus-là conscient. Le plus souvent possible, vous le faites déjà naturellement. Plus vous avez d'autonomie, plus vous allez le mettre en place. Fait que je vais vous donner différentes stratégies pour activer ce processus d'autorégulation. Alors, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser. Ce qu'on appelle les stratégies spatiales. Quand c'est possible, le plus possible de se séparer de ces appareils électroniques. Et ça, j'ai le goût de vous dire, ça va être vraiment un conseil que je vais vous donner aussi dans votre vie personnelle. Essayez d'avoir des moments le soir et le week-end où vous êtes le plus loin de vos appareils électroniques. Ça va vous permettre justement d'être plus dans un ressenti positif, mais aussi d'agir sur votre perception de ce que je suis en train de vous demander. Vous savez, quand vous êtes sur votre téléphone, votre conjointe vous demande quelque chose, ça vous agace, hein? Parce que vous étiez occupé. Il se passe la même chose au bureau. Vous êtes en train de faire quelque chose, je vous demande quelque chose, ça vous agace, donc votre perception de ce que je suis en train de vous demander est erronée. A de l'air plus dérangeante, plus grande que prévu. D'essayer aussi, quand c'est possible, d'avoir un environnement de travail propice à la tâche. Et ça, c'est pas évident à cause du flexi-travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien, de plus en plus, on va être aussi des fois en bureau partagé. Donc, d'essayer de voir, est-ce que je suis capable de m'isoler? Et sachez que ce n'est pas nécessairement d'être isolé tout seul, hein? Savez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la synchronisation des cerveaux. En fait, des fois, vous allez être plus efficace en travaillant dans la même pièce avec quelqu'un. Parce que le fait qu'il y ait quelqu'un qui travaille sur le plan biochimique, la synchronisation des cerveaux va faire que vous allez être plus concentré. Donc, ça aussi, ça peut être d'autres stratégies qu'on va mettre en place. Les stratégies temporelles. On le fait tous, prendre nos courriels en 2 rencontres, ici et là, à l'épicerie, chez le dentiste. Mais vous pensez que vous êtes plus efficace parce que vous baissez la liste de courriels, mais non, votre attention est divisée. Puis souvent, vous n'avez pas le temps, si c'est un gros courriel, vous n'aurez pas le temps de le traiter. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va rester dans votre charge mentale vu qu'il n'est pas réglé. Donc, de se dire, je vais les traiter tous en même temps, ça diminue votre charge mentale et vous êtes plus efficace parce que vous faites le même type de tâche.
Si c'est possible pour vous, d'adapter aussi son travail à son rythme, à son fonctionnement cérébral. Il y en a qui sont plus de matin, il y en a qui sont un petit peu plus efficaces en après-midi une fois qu'ils ont décollé la journée. C'est pas toujours possible, mais quand on en prend conscience, c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien pour moi, surtout en période de surcharge de travail. Essayez d'avoir de la flexibilité dans la gestion du temps pour pallier les imprévus. Dans une étude qu'on vient de faire, on s'est rendu compte que chez les travailleurs du savoir, écoutez-moi bien, si je vous demande de me dire les tâches que vous allez faire aujourd'hui, chez les travailleurs, en moyenne, 95%, ça va varier entre 95,5% des tâches que vous avez prévues qui vont être faites et 55%. Donc, c'est à peu près la moitié. Et ça, c'est très variable d'un individu à l'autre. Donc, Marilyn, aujourd'hui, pourrait faire 55% de ses tâches, demain 95%, puis ça peut varier. Dans l'imprévisibilité, ça, c'est toutes les tâches qui n'étaient pas prévues, mais que vous avez finalement fait, on peut atteindre jusqu'à 22%. Donc, l'imprévu fait partie de notre réalité actuellement. Le problème, c'est qui, dans sa journée, a des plages prévues pour les imprévus? Absolument personne ou très rarement. Donc, de pouvoir vous mettre des faux rendez-vous, surtout si vous avez des agendas partagés dans lesquels il y a des petits lutins qui peuvent venir dire « Ouais, j'ai un petit trou pour placer une rencontre », d'essayer de vous ajouter des plages et en fonction de votre rôle, votre responsabilité et vos tâches, vous devriez peut-être en prévoir davantage. Et c'est ce qui va avoir un effet tampon qui va réduire la perception de surcharge s'il y a un imprévu qui arrive. Il y a aussi des stratégies plus cognitives qu'on peut mettre en place et j'aime bien parler de l'oubli intentionnel des informations non importantes. Alors, peut-être ne le testez pas à la maison, ça pourrait causer des conflits conjugaux avec les enfants, mais sachez qu'on n'a jamais été aussi surchargé d'informations que nous le sommes aujourd'hui, sur tous les plans de nos vies. Avant, on voulait avoir un avis sur n'importe quelle thématique qui vous intéresse dans la vie. On prenait nos jambes puis on s'en allait à la bibliothèque et on louait un livre. Maintenant, on a accès à plein d'informations au travail, dans notre vie personnelle. Si vous avez le sentiment des fois d'avoir le cerveau qui veut vous éclater, clairement, on parle de surcharge informationnelle. Donc, des fois aussi, c'est de se dire volontairement, je ne m'exposerai pas à de l'information qui n'est pas importante ici et maintenant. Quand je suis dans des périodes extrêmement surchargées qui peuvent être sujettes à créer de l'anxiété, par exemple, moi qui dévore les nouvelles internationales, j'arrête d'écouter les nouvelles ou de lire les journaux. Parce que je sais que c'est une information qui n'est pas nécessaire ici et maintenant, mais qui peut avoir aussi une influence sur ma capacité à percevoir positivement ce qui est en train de se produire. Plus vous êtes surchargé, plus on découpe en petites tranches de banane. Si vous vous projetez dans 10 ans, 5 ans, tout le temps, avec toutes les tâches que vous avez à faire, regardez qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis je vais me concentrer sur ma journée d'aujourd'hui. Vous ramenez au contrôle que vous avez. C'est normal d'avoir des pensées désagréables, c'est correct, mais on va essayer de les supprimer le plus possible. Ça ne me tente pas de faire ça. Ça ne me tente pas d'être ici. Oh, il y a une tâche que je procrastine depuis 3 semaines. Je le sais qu'il faut que je la fasse demain. J'ai le droit d'avoir cette tâche, cette pensée désagréable, mais essayez de l'accepter, de l'accueillir, de la supprimer. Réévaluer aussi une demande plus tard pour réduire les billets. Vous avez une demande supplémentaire, vous ne savez pas si vous avez le temps de le faire, bien, prenez du temps dans les deux cas. Plus vous êtes jeune ou plus la tâche est nouvelle, plus vous avez tendance à sous-estimer le temps d'une tâche parce que vous ne l'avez jamais fait. Et plus vous êtes surchargé, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus votre perception va faire que la tâche est beaucoup plus grande que ce que je vous ai demandé. Prenez un moment pour évaluer quand vous êtes reposé. La stratégie émotionnelle, bien, justement, de tenter de changer votre émotion. Quand vous êtes dans une émotion négative, essayez de la changer en trouvant un truc, en trouvant le sens. Pourquoi je suis ici? Pourquoi c'est important? Ou comment je pourrais faire la tâche différemment pour avoir du plaisir? Là, ça vous fait déjà pas mal de stratégies dans votre boîte à outils pour commencer à agir sur les dimensions de la charge. D'essayer aussi de fixer des objectifs personnels. Ça peut être des objectifs dans une heure, la prochaine heure, dans la journée, dans la semaine, et on va le voir tout à l'heure, même dans l'année. Les objectifs personnels, ça nous permet justement de découper en tranches de bananes. Plutôt que de voir la somme de tâches, je vois ce que j'ai à faire ici et maintenant.
Je vous ai parlé tantôt aussi des stratégies plus numériques, mais tout ce qui est déconnexion temporaire, si vous êtes capable de le faire et si ça convient bien avec votre équipe, mais aussi essayer de limiter la gestion des notifications. Et quand je parle de gestion des notifications, c'est par exemple, est-ce que dans votre équipe, vous avez des règles sur comment utiliser Teams? Parce que ce qui est ne pas déranger pour certains ne semble pas être la même chose pour d'autres. Et à quel moment je peux déranger, à quel moment c'est une urgence et quel canal de communication je peux utiliser pour quelle demande d'information. D'essayer aussi de réduire l'information. Est-ce que ça vous est arrivé dernièrement de chercher une information que vous ne vous souveniez pas si elle avait été envoyée par courriel, Teams, l'intranet? Moi, ça m'est arrivé dernièrement où j'ai passé 20 minutes à chercher un mot-à-dit-fil d'informations que je n'ai jamais finalement retrouvé. Peut-être qu'un jour, Copilote m'aidera à le faire, mais là, ce n'était pas possible. Donc, d'essayer de voir comment vous pouvez réduire les sources d'informations. D'établir aussi dans vos équipes. Donc là, c'est pour les gestionnaires, mais aussi au niveau organisationnel, des règles puis des limites personnelles dans les moyens de communication. C'est sûr que le télétravail a donné le sentiment que parce qu'on n'était pas en présentiel, il nous manque une information pour évaluer la qualité de la présence au travail. Mais il ne faut pas venir compenser avec une surconnexion. Et de se dire, bien, il y a un élément de confiance, parce que vous pouvez être au bureau puis faire bien d'autres choses, hein, puis personne ne va s'en rendre compte. Donc, de se dire, comment on va communiquer, puis est-ce qu'on s'entend sur les mêmes règles, puis est-ce qu'il y a des limites personnelles aussi qu'on doit respecter? Quand ça ne marche pas aussi pour une tâche, on peut changer de stratégie pour la réaliser. Puis peut-être que votre stratégie va fonctionner très concrètement pendant 6 semaines, puis 6 semaines plus tard, ça ne fonctionnera pas. D'avoir cette flexibilité-là de s'adapter, puis aussi de revoir ses objectifs de performance. Des fois, là, la qualité qu'on s'est imposée, elle n'est pas attendue et pas nécessaire. Elle est peut-être importante pour moi, mais est en train de me créer plus de stress et de surcharge que de valeur ajoutée. Le fameux 80-20, hein? 80% d'efforts, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et des fois, ça peut être une stratégie temporaire dans un moment de surcharge, mais des fois, ça peut être une réévaluation de ce qu'on s'est mis comme exigence personnelle, même d'équipe, qui est plus d'actualité avec les transformations et les besoins qu'on est en train de vivre. Oups. Et finalement, des stratégies organisationnelles, bien, planifier des actions et des tâches, puis organiser, structurer ces tâches, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. On n'a plus le temps de faire. Qui sait exactement les tâches que vous avez à faire dans une journée comme on le fait dans mon projet de recherche? Combien de temps vous passez à répondre à vos messages? Combien de temps vous passez à répondre aux interactions spontanées de demande d'information? Et il faudrait que je te raconte 15 minutes pour te parler de tel cas. Combien de personnes vont savoir combien de temps vous passez à organiser votre travail, à gérer, à prioriser vos tâches, à faire de l'organisation de projet? On ne le sait plus, le travail est désorganisé. Donc, c'est une grosse bête, l'organisation du travail, mais si on ne prend pas le temps de le faire, puis c'est aussi menaçant, parce que des fois, on a l'impression qu'on pourrait être démasqué. Démasqué parce que peut-être c'est moi qui n'ai pas efficace, peut-être que je vais avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas gérer, peut-être qu'on va m'envoyer des dossiers que je trouve super intéressants. Donc, ça met dans une situation de vulnérabilité quand on parle d'organisation du travail, mais qui est absolument nécessaire si on veut avoir une responsabilisation collective autour de la charge. La charge de travail, ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème collectif, mais qu'on peut entretenir par certains comportements individuels et certains comportements collectifs. D'autres trucs, c'est aussi la délégation, mais ce n'est pas toujours possible, la délégation. Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est une délégation que je ne veux pas faire parce que je veux garder le contrôle sur la qualité, sur un dossier, ou c'est parce qu'il n'y a absolument personne d'autre qui peut le faire? Certains gestionnaires vont souvent me dire, je voudrais bien déléguer cette tâche-là, mais tout le monde est déjà surchargé. S'imposer aussi des règles strictes sur l'utilisation des technologies. Et ça évolue beaucoup parce que les technologies elles-mêmes et l'utilisation des technologies évoluent. ChatGPT, les fonctionnalités que vous aviez il y a 6 mois, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et je vous annonce déjà que dans 3 mois, ça va être très différent. Dans les outils de collaboration, juste les fonctionnalités qu'on peut avoir dans Teams ne sont pas les mêmes. Donc, tout ça évolue, les canaux évoluent, puis c'est important de se mettre à jour sur comment on doit les utiliser puis dans quel contexte. Essayez aussi de prioriser ces tâches ou ces engagements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la métaphore du pot de mayonnaise.
Donc, cette métaphore-là, c'est que si vous avez des pierres et du sable. Si vous mettez le sable avant, vous ne serez pas capable de mettre vos pierres, vos grosses pierres, qui sont vos engagements principaux, personnels et professionnels. Si vous mettez vos grosses pierres avant, le sable va s'infiltrer. Vous allez mettre la même quantité de sable, vous allez pouvoir même mettre du liquide, ce qui est moins important. Or, dans ce contexte où on est présentement dans l'imprévisibilité, les urgences, le ici et maintenant, c'est le sabre qui s'infiltre et vos grosses pierres, il n'y a plus de place. Donc, essayez le plus possible de venir prioriser le plus important, le mettre dans nos agendas et le reste va réussir à se trouver de la place. Et le plus possible, quand c'est possible, de faire une pierre deux coups. Des fois, il y a quelque chose qui va me demander beaucoup de temps à préparer. On me demande une conférence sur mesure. Je me dis, oh mon Dieu, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais je me dis, OK, mais cette conférence-là, par la suite, elle va me servir à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, essayez le plus possible de rationaliser. Ce sont des stratégies organisationnelles qui sont payantes. Alors, on a vu qu'est-ce que la santé psychologique. On a vu que la charge de travail, c'était un des stresseurs qui affecte la santé psychologique. On a vu aussi que quand on est exposé à de la surcharge, on va vivre des symptômes qui sont bien particuliers. Puis on est venu voir, on est venu décortiquer qu'est-ce que la charge de travail, qu'est-ce que la surcharge. C'est plusieurs dimensions qu'on a vues dans mon nuage de mots, mais c'est aussi plusieurs éléments quand vous êtes en train de faire votre tâche qui arrivent en superposition. Des fois, je perçois quelque chose de plus gros que ça l'est ou pas assez gros. Parfois, c'est trop exigeant sur le plan cognitif et je n'ai pas les ressources disponibles. Parfois, j'ai investi trop de ressources puis je suis fatiguée à la fin de ma tâche, je ne suis pas capable de continuer ma journée, passer à la prochaine tâche. Parfois, c'est le ressenti dans lequel je suis. Je prends conscience de ça et je mets en place un processus autorégulatoire qui va m'amener à dire, là, je n'ai pas de fun dans ma réunion parce que je suis fatiguée, tout mérite, je viens de répondre à un courriel, OK, je ferme mon courriel, j'écoute la réunion, je change mon émotion, je viens de mettre en place un processus autorégulatoire. En faisant quoi? En me déconnectant, entre autres, puis en ayant une stratégie émotionnelle. Je vous ai donné quelques exemples. Mais tout à l'heure, je vous ai dit au début que c'est important de jouer sur la charge, mais aussi les ressources. Fait que plus vous allez être dans une période surchargée, parce qu'on n'est pas au pays des calinours, ça arrive des périodes de surcharge, avec lesquelles on doit composer une maladie qui n'était pas prévue, un départ qui n'était pas prévu. Ce qui est important, c'est de venir jouer sur nos ressources à ce moment-là quand on n'a pas la capacité. Il y en a plusieurs ressources et je vais vous parler des ressources au travail qu'on peut développer, évidemment, comme gestionnaire, mais aussi comme employé. Puis je vais vous parler aussi des ressources personnelles pour que chacun d'entre vous soyez en mesure de repartir avec quelques stratégies pour ce soir, en fin de semaine, pendant le congé des fêtes, refaire vos ressources. Je vais vous parler d'abord de la récupération. La récupération, c'est vraiment le paradoxe, là, parce que plus vous êtes fatigué, moins vous allez avoir tendance à récupérer. Donc, il faut en prendre conscience. C'est quoi la récupération? C'est de retourner à son niveau de fonctionnement optimal avant d'avoir vécu un stress ou une tension, ou après avoir vécu une stress ou une tension. Pardon, il y a un petit coquille ici, c'est après. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous vous levez ce matin, vous avez de l'énergie, ça va bien. Ce soir, vous êtes un peu plus fatigué et grâce au processus de récupération, demain matin, quand vous allez revenir, vous allez être comme ce matin. Comment on fait ça? C'est par des activités, des expériences et des états. Donc, vous avez une journée surchargée, vous êtes allé puiser dans vos ressources, on va activer le processus de récupération. Les activités, entre autres, et les expériences vont nous permettre de vivre l'état que je veux que vous viviez, vous sentir plein d'énergie, reposer, puis avoir récupéré mentalement. Des activités que vous connaissez déjà, mais dans lesquelles je vais vous expliquer les mécanismes pour que vous trouviez vos solutions à vous. S'il y avait une seule stratégie à choisir parmi celles que vous voyez, vous devez prioriser parce que c'est une grosse période de surcharge, sommeil. Parce que c'est pendant le sommeil que vous allez régulariser vos hormones, entre autres de stress et tous vos processus corporels. Le manque de sommeil est un des facteurs qui va contribuer, entre autres, à l'augmentation de votre détresse psychologique. Deuxième, si vous avez un autre à choisir, l'activité physique, surtout si vous avez une charge cognitive très, très, très élevée. Par exemple, vous savez, quand on est fatigué mentalement, pas physiquement, là, mais on a l'impression qu'on a une grande fatigue qu'on peut ressentir dans notre corps. Si vous faites une activité
sportive dans la nature, vous allez récupérer de façon plus efficace. On peut penser à marcher dans la nature, à faire de la rando, ce que vous voulez, mais à être dans la nature. On ne comprend pas encore les mécanismes, on est en train de les étudier. Si vous avez vécu un grand stress, vous aviez une échéance, puis vous avez réussi à remettre votre demande de subvention à 17 heures, ça a été un très gros stress, une activité rythmée va vous faire du bien. Entre autres, le rythme, vélo, course, natation, tout ce qui a un rythme, parce que ça va vous permettre de réguler votre respiration, d'être en cohérence cardiaque, réguler les hormones de stress. Mais les activités sociales aussi, dans lesquelles vous allez penser à autre chose, avoir du soutien social et créer des liens affectifs. Mais des fois, quand on est surchargé et fatigué, on coupe sur le petit souper de la fin de semaine, qui nous aurait fait du bien. Là, vous allez être surpris, activités ménagères et soins des enfants. Ah oui, c'est vraiment pour récupérer. Bien, effectivement, si vous êtes capable, par exemple, d'avoir du plaisir en ramassant vos feuilles ou en faisant vos décorations de Noël ou être réellement avec vos enfants, ça va vous permettre de vivre l'expérience suivante qui est le détachement psychologique. Le détachement psychologique, c'est la capacité non seulement à ne pas travailler pendant les périodes de repos ou de congé, mais à ne pas penser au travail. Pour vivre du détachement psychologique, on va être le plus possible dans la maîtrise ou ce qu'on appelle le concept de flow, ici et maintenant. C'est des activités dans lesquelles vous êtes absorbé. Plus vous êtes capable de répéter le flow dans votre vie personnelle et professionnelle, vous savez, on fait une tâche et on ne voit pas le temps passer. On fait une activité, on ne voit pas le temps passer, vous êtes dans le flow. Moins ça va être coûteux sur le plan des ressources et plus vous allez être capable, dans vos périodes de repos, de vous détacher psychologiquement. Ça peut être la lecture, ça peut être le cinéma, ça peut être la cuisine. Plus vous êtes surchargé, plus il faut provoquer des micro-interventions de détachement psychologique. Il y a l'idée aussi du contrôle que je vais aborder avec vous. Est-ce que votre fin de semaine a de l'air aussi chargée que votre semaine? Est-ce que c'est natation des enfants, souper chez la belle-mère? Est-ce que vous avez le contrôle sur votre agenda ou pas? Je vois dans la salle des gens sourire. Si vous êtes capable de vous donner des moments où vous avez du contrôle, ça aussi, ça va vous permettre de vivre une expérience qui va faciliter un état pour récupérer. Et finalement, la relaxation. La relaxation, pas aller au spa, mais cette capacité-là à se mettre dans un état, ça vous est déjà arrivé de vous asseoir dehors et vous pensez à rien. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous voir, puis à quoi tu penses? Ou qu'est-ce que tu fais? Et là, vous avez la réponse, rien. Vous êtes sur votre divan, rien. Ça, c'est un état de relaxation. Si vous êtes capable de provoquer ça, vous allez récupérer plus facilement. Je vais vous parler aussi des micro-interventions positives. Il y a des moments dans nos vies, c'est le chaos. C'est le chaos, puis, mais ce qui est positif, c'est qu'on peut cultiver notre capacité à être optimiste. Ça fait partie du capital psychologique, ça se développe. Même si vous avez une petite tendance à voir le verre à moitié vide, là, on peut développer votre capacité à voir le verre à moitié plein. Pour vous aider dans des périodes de chaos, en vous mettant dans un état de maîtrise et de flow, essayez de savourer les joies de la vie. Par exemple, appréciez les petites choses du quotidien. Prendre conscience que mon café est vraiment bon ce matin. Surtout que j'étais à l'extérieur pendant 2 jours, moi qui aime le café, puis je buvais du café filtre. Je peux vous dire que mon espresso goûtait le ciel ce matin. Juste ça, en vivant cette expérience-là, vous allez sécréter de l'endorphine. Et ça va vous permettre de vivre moins de stress. De partager et célébrer les bonnes nouvelles et les succès. Pendant la pandémie, on l'a vécu, on ne célébrait plus rien. Prendre le temps de souligner, de prendre du temps. D'admirer aussi les belles choses ou l'excellence, que ce soit un beau paysage ou, par exemple, une tâche qu'on a faite dont on est fier, par exemple. De vivre le moment présent et aussi se rappeler les meilleurs moments avec les gens qu'on aime. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de prendre votre téléphone puis de regarder les photos puis d'éprouver un sentiment de bien-être? C'est ce qu'on appelle en anglais le savoring. C'est cette capacité-là à saisir les petits moments et à pouvoir les apprécier. D'exprimer votre gratitude, c'est bon pour votre santé également. Donc, pas juste en recevoir. C'est comme donner un cadeau. Hein? Vous savez, on dit souvent que recevoir un cadeau, ça fait plus plaisir que d'en donner un. C'est exactement ça. Par exemple, vous pouvez aussi avoir un journal de gratitude pour vous dire qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui. À la fin de la journée, vous allez souvent vous rappeler de ce qui a mal été. Faites donc l'exercice inverse. Qu'est-ce qui s'est bien passé? D'exprimer aussi sa gratitude à quelqu'un. De le faire de façon authentique et spontanée, pas toujours prévue. De nourrir ses relations sociales. Je dis souvent dans mes conférences,
Si vous aviez à investir dans votre REER en santé psychologique, investissez dans vos relations interpersonnelles. C'est pas obligé d'être de nombreuses relations interpersonnelles. C'est des relations interpersonnelles de qualité dans lesquelles vous allez nourrir le soutien social que vous allez reconnaître et de prendre le temps. Puis des fois, c'est juste de prendre 5 minutes à la fin de journée pour envoyer un petit texto à quelqu'un que vous appréciez puis lui demander comment sa journée s'est passée. Ou d'avoir une pensée, lui partager quelque chose. Il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est un psychologue, qui disait ce qui est un facteur de protection, c'est d'avoir dans sa vie 1 ou 2 amis qu'on sait qu'on peut texter à tous les matins et qui vont répondre. De nourrir nos relations sociales, de prendre le temps de communiquer, d'être loyal envers nos amis. Poser des gestes de gentillesse. Là, vous allez penser que je suis au pays des calinours, hein, mais tout ça a été démontré sur le plan scientifique. C'est un peu comme Amélie Poulain, en fait, de donner du temps à quelqu'un dans ce monde où on n'en a pas, puis on est surchargé, de prendre par surprise quelqu'un. De poser aussi un geste inhabituel pour soi, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est pas obligé d'être envers les autres, ça peut être aussi envers vous-même. Et de se mettre dans les souliers de quelqu'un. On a souvent tendance à réagir à une réaction qu'on considère négative. Essayez de faire l'inverse, voir. Dites-vous pourquoi elle est en train de réagir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous allez changer votre émotion négative, mais en plus, vous allez ouvrir le canal de communication pour trouver la stratégie pour répondre à son besoin et au vôtre. Je vous ai parlé de cultiver l'optimisme. Des fois, c'est difficile, surtout ces temps-ci, si vous écoutez les nouvelles. Hein? L'environnement, l'économie, les tensions géopolitiques, les coupures. Moi, je suis de nature optimiste parce que je me dis, on est en 2025, puis on est encore là. J'ai confiance qu'on va vivre des périodes difficiles, mais qu'on va s'en sortir. Comment qu'on peut faire? C'est justement de se projeter. Se projeter dans nos projets, ça peut être à 1 an, 5 ans, 10 ans. Plus vous êtes capable de vous projeter loin, plus ça va faire du sens de mettre de l'énergie pour traverser des périodes un petit peu plus chaotiques. Pour dire non, c'est ça, c'est comme ça que je me projette dans ma vie. Et finalement, vous avez des pensées négatives, tout à fait normales, j'en ai régulièrement. Essayez d'identifier c'est quoi la source du problème. Pourquoi, là, je suis frustrée envers cette personne-là? Pourquoi cette tâche-là me frustre? D'essayer de comprendre pourquoi ça me donne une émotion négative, les conséquences que ça a sur moi. Et ça, c'est des petites questions que vous pouvez faire rapidement sur un bout de papier. De confronter l'idée négative, parce que peut-être que finalement, vous vous rendez compte qu'en faisant cet exercice-là, c'est pas nécessaire de réagir comme ça, puis essayer de remplacer la pensée négative. Ça, c'est des petits trucs que je vous donne dans votre vie au quotidien pour non seulement cultiver vos ressources personnelles, c'est bon pour la charge, c'est bon pour tous les autres stresseurs que vous allez vivre dans votre vie. Je vais vous parler aussi de la collaboration, parce que la collaboration, ça fait partie de notre travail. Vous travaillez tous avec des personnes, on n'est pas isolés, nos tâches ne sont pas isolées. Mais la collaboration, actuellement, on le voit bien dans les études, ça peut être une source de stress, comme ça peut être une source de soutien. Si je vous demande une rencontre pour une tâche qui est hyper importante pour moi, puis j'ai besoin d'informations, vous allez être une source de soutien. Si vous me demandez une rencontre alors que je suis complètement surchargée pour une information que vous avez besoin, vous allez être une source de surcharge. Alors, c'est de trouver, en fait, cette idée-là dans vos équipes, et ça peut être un point que vous allez travailler. Comment on peut segmenter nos vies professionnelles et nos vies personnelles pour pas que je sois envahie justement dans les enjeux de collaboration. Et dans le secteur de la santé sur lequel plusieurs employés travaillent sur le 24/7, ça peut être des enjeux sur du multisite d'avoir ce genre de discussion-là pour voir à quel moment on intervient ou dans quelle segmentation on veut mettre en place. Mais aussi pour favoriser le détachement psychologique hors travail. Donc, le secteur de la santé est particulier pour ça. Il n'y a pas d'horaire de 9 à 5. On ne dit même pas, il n'y a pas d'horaire de 7 à 20 heures. On travaille en collaboration avec plein de corps d'emploi qui va faire que vous allez avoir, en fait, à collaborer. Il y a même un petit son particulier dans la salle. Donc, ça nécessite encore plus de discussions autour de nos enjeux de collaboration pour s'assurer de favoriser le détachement psychologique de tous. Je vais finir avec les ressources au travail avant de vous parler de petits comportements concrets que vous allez pouvoir adopter. Ce qui est important au travail comme gestionnaire pour agir sur la charge de travail, pour augmenter les ressources, c'est plus je vous fais des demandes, il faut que je vous donne de l'autonomie.
Mais l'autonomie jusqu'à un certain seuil. Parce qu'à un moment donné, si je vous donne l'autonomie, juste des objectifs, mais pas de ressources, ça devient une belle corde avec laquelle vous allez pouvoir vous pendre. Donc, il faut quand même encadrer le travail. Dans un contexte de coupure, quand je développe vos compétences pour vos opportunités d'apprendre, je mets des outils dans votre coffre à outils. Donc, plus on est surchargé, et ça, c'est contre-intuitif, plus on devrait prendre du temps pour se former. Parce que là, on vient développer nos ressources et mettre des ressources dans notre sac à dos pour monter la montagne. Donner de la rétroaction sur la contribution. Plus vous êtes surchargé, plus vous avez besoin d'un retour sur ce que vous avez fait, parce que c'est ça qui va donner du sens. Ce n'est pas nécessairement un retour pour vous dire que vous êtes extraordinaire, mais c'est plutôt pour vous faire des commentaires. Et finalement, de donner du soutien social. En surcharge de travail, vous allez voir qu'il y a plus de tensions qui apparaissent. Les gens ont la mèche courte. Donc, de venir justement travailler sur le soutien des pairs va vous permettre, en fait, de réduire l'effet négatif de la surcharge. Donc, je vous ai raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce que la santé psychologique? Qu'est-ce que la surcharge de travail? Comment on peut composer avec une surcharge en s'attaquant à nos ressources personnelles et d'équipe? Et je vous ai donné aussi des exemples de processus, de stratégies autorégulatoires que vous pouvez mettre en place pour agir sur les dimensions de la charge. Mais je vais vous laisser sur des messages positifs pour la fin de la conférence et de vous dire que la charge de travail, c'est un gros sujet. Et souvent, on a l'impression que les petits gestes au quotidien n'ont pas d'effet. Au contraire, chaque petit geste ou stratégie que vous allez mettre en place en les accumulant vont changer votre perception de la surcharge et la charge réelle. Je vous laisse sur 5 constats scientifiques intéressants. Vous savez que le gestionnaire qui fait preuve de leadership transformationnel va agir sur la santé psychologique de ses employés. Donc, pour tous les gestionnaires qui nous écoutent, de travailler sur nos pratiques de gestion, sur notre leadership, ça a un effet direct sur la santé psychologique, mais aussi un effet sur les facteurs de risque dans la surcharge. Donc, justement, en mettant en place des pratiques de soutien ou d'autonomie, je vais venir réduire l'effet de la surcharge. Et sachez que c'est aussi bon pour votre propre santé psychologique, les gestionnaires, parce que plus vous mettez en place des pratiques de soutien, plus vous allez vivre de la santé psychologique. Le mécanisme qui est derrière, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. J'ai le sentiment qu'en ayant fait tel comportement ou telle pratique, j'ai vu une différence. Mais ces mécanismes-là peuvent aussi s'appliquer quand on est employé. Donc, d'avoir des comportements qui agissent sur les facteurs de risque ou qui soutiennent mes collaborateurs et mon gestionnaire, ça aussi, c'est bon pour ma santé. Donc, bonne nouvelle, adapter nos comportements, même si on est profondément égoïste, c'est positif pour notre santé. La chaîne de transaction, c'est l'idée, en fait, que c'est une vieille théorie de l'échange social selon laquelle on est toujours en train, en fait, d'évaluer ou de créer une dette psychologique positive chez les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous aide une fois, 2 fois, 3 fois. Si je vous demande de l'aide, je vous ai créé une dette psychologique. Ça va être plus difficile de me dire non. Et ça, on le vit de façon plus ou moins consciente dans toutes nos relations. Et c'est pour ça que des fois, on arrive dans une situation où on va se dire, ben, j'ai l'impression que cette personne-là ne m'amène plus rien. Vous êtes en train d'évaluer qu'elle a une dette psychologique et là, vous êtes en perte. La dette psychologique, en la créant, on aide quelqu'un, mais en plus, elle va venir nous aider en retour. Et la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut l'initier, cette chaîne de transactions qui va avoir un effet domino. Je dis souvent par rapport à la reconnaissance, vous manquez de reconnaissance? Donnez-en. Vous avez créé une dette psychologique et ça va avoir un effet domino. Vous êtes surchargé? Aidez quelqu'un. Et finalement, l'effet papillon, c'est pour expliquer une théorie du chaos selon laquelle un battement d'ailes de papillon provoquerait une tornade au Brésil. L'idée ici, c'est avec un petit geste ou en changeant, faisant une petite modification, on crée une chaîne d'événements significatifs. Bref, en accumulant, en utilisant la chaîne de transaction, en provoquant certains comportements, certaines stratégies autorégulatoires, ensemble, c'est comme ça qu'on va agir au niveau individuel, groupal, mais aussi du gestionnaire sur la charge. Donc, de se rappeler que les petits gestes qui vous semblent si anodins peuvent avoir un très grand effet, positivement ou négativement. Si vous le souhaitez, avant qu'on passe à la période de questions, on pourra faire un suivi avec l'équipe des ressources humaines, mais je vous invite à vous donner un petit devoir, je suis une professeure, je donne des devoirs, à penser à une stratégie où vous pourrez travailler en équipe, personnelle que vous allez mettre en place suite à la conférence, mais aussi une stratégie collaborative. Donc, quelque chose que vous allez faire pour vous-même et quelque chose que vous allez faire pour les autres, pour changer
votre effet sur la santé psychologique. Et pendant qu'on va passer à la période de questions, je n'ai pas fait de message clé. Je me suis dit qu'on allait les co-construire ensemble. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous m'envoyiez votre message clé suite à la conférence de ce midi. Je vous remercie pour les gens qui sont venus dans la salle. Merci aussi aux gens en ligne et je pense qu'on est prêt à passer à la période de questions. Merci beaucoup, France. Fort intéressant comme conférence, comme contenu. On voit les applaudissements, les petits cœurs à l'écran, dans la salle également. Avez-vous trouvé ça intéressant? Avez-vous retenu des informations que vous pouvez garder qui vont vous permettre d'agir sur votre charge de travail? Je pense que oui, hein? On a des mots qui commencent à rentrer. J'en profite pendant que vous inscrivez vos mots pour vous dire en fait qu'on a vu beaucoup de moyens avec France, avec différentes stratégies, avec le modèle Igloo. Ce modèle-là, je pense que c'est vraiment un modèle à retenir. On est aussi dans la transmission des résultats sur le sondage, sur l'expérience employée, l'expérience gestionnaire. La charge de travail faisait partie des facteurs de risque qui étaient mesurés. Puis, j'ai beaucoup aimé dans ta conférence, France, que tu as lié plusieurs autres facteurs de risque, facteurs de protection qui peuvent agir sur la charge de travail. Donc, tu as nommé, entre autres, quand on agit, par exemple, sur l'autonomie, sur le soutien, ça peut avoir un impact positif sur la charge de travail. Je vous invite à regarder, si vous êtes gestionnaire, vos résultats et de le présenter à vos employés pour partager avec eux parce que vous avez des forces qui sont identifiées dans vos équipes. Puis, il y a certainement des façons de faire qu'on peut mettre en place pour agir. Donc, beaucoup de messages clés, France, qui sont illustrés. Énormément. Ressourcement, montagne, peut être simplement une colline, hein, j'aime ça. Oui. Beaucoup de stratégies. Oui, c'est ça, l'igloo. Oui. Pas toujours faire toutes les tâches. Oui. Prendre le temps, pas toujours faire toutes les tâches. Oui. Savourer, effectivement. Prendre soin de moi. Comment aider mes collègues sans tomber dans la surcharge. Partager avec mes collègues une stratégie, ça c'est super. C'est l'ambassadeur. Exactement. Puis je regarde en même temps le clavardage, voir s'il y a des questions. Il ne semble pas en avoir pour l'instant. Moi, j'en avais une, France, en fait, peut-être en lien avec le colloque auquel j'ai participé aussi, où tu as présenté les résultats de ta recherche. Moi, ce que j'avais retenu, entre autres, c'est au niveau de l'imprévisibilité, oui, tout à fait, que ça peut être des fois positif. T'en as pas parlé beaucoup ici, fait que je ne sais pas si tu voulais parler de ça. Puis aussi, le sentiment d'appréciation qui soit hebdomadaire plutôt que quotidien. Aujourd'hui, tu parlais de prendre un temps pour apprécier sa journée, mais prendre un temps pour apprécier sa semaine, que c'est encore plus significatif pour la santé psychologique. Je ne sais pas si tu veux apporter quelques informations ici. Oui, en fait, parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter, puis dans la recherche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que parfois, quand vous avez des imprévus dans votre journée, ça peut sembler négatif, mais sur le plan de la satisfaction et de la santé psychologique, pas nécessairement. Et l'hypothèse qu'on va aller vérifier, qu'on fait, c'est que, par exemple, vous avez une nouvelle demande. Des fois aussi, notre journée, elle peut nous apparaître moins intéressante. Et là, il y a une tâche imprévue qui apparaît. Puis là, on se mobilise toutes nos ressources parce qu'on sait qu'il faut la faire. Et ça peut être très satisfaisant. Donc, l'imprévisibilité, c'est pas de l'avoir comme quelque chose de négatif. Des fois, ça peut représenter un défi. Des fois, ça peut amener du plaisir aussi dans la tâche qu'on est en train de faire. Et par rapport à la satisfaction, effectivement, on s'est rendu compte que ce qui était le plus prédicteur d'une meilleure santé psychologique, c'est la satisfaction que vous faites à la fin de votre semaine, surtout sur le plan de la détresse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous vivez une belle journée, oui, ça va susciter votre bien-être, mais ça n'aura pas d'effet sur la détresse. Mais à la limite, si vous vivez une journée que vous considérez négative, ça n'aura pas un effet immédiat sur votre détresse. Donc, c'est normal d'avoir des journées qui ne sont pas super, mais au final, c'est l'évaluation moyenne qu'on fait. Donc, ça aussi, ça peut nous rassurer, de dire, OK, ça a été une mauvaise journée, mais ça ne veut pas dire que l'effet va être cumulatif. Évidemment, si vous avez que des mauvaises journées, peu probable qu'à la fin de la semaine, mais même ça la journée peut-être ne s'est jamais passée comme vous souhaitez,
vous arrivez à la fin de la semaine, vous dites, finalement, j'ai passé à travers tout ça, j'ai réussi à faire tout ça, puis je suis assez satisfaite. Donc, c'est l'évaluation globale de votre semaine qui est davantage un prédicteur de votre santé. Oui. Super intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait de questions, c'est plus des appréciations. Oui, Marisol, tu me confirmes? Donc, il me resterait à vous laisser sur quelques informations pour la prochaine rencontre qui va porter sur la charge de travail. Je vous disais d'entrée de jeu que c'est une rencontre sur 2, donc une thématique qui va travailler en 2 temps. On a vu beaucoup de concepts aujourd'hui avec France, des éléments sur la santé, le modèle Igloo, comme je le mentionnais, qui peuvent être appliqués. Maintenant, la prochaine rencontre, le 3 décembre, qui va être faite par l'équipe de soutien à l'amélioration continue de la prévention, va porter sur des exemples concrets dans nos milieux de travail où on a travaillé la charge de travail avec les équipes, puis que ça a eu vraiment des effets positifs pour eux, puis qu'on a amélioré vraiment le climat ou même différents indicateurs, par exemple au niveau du nombre de personnes en absence maladie, donc vraiment d'avoir des effets très positifs au niveau du travail. Puis ce qu'on trouvait intéressant avec ce prochain webinaire-là, c'est aussi de dire parfois, on a l'impression que dans nos milieux, c'est difficile d'agir. La charge de travail revient souvent dans les résultats de sondage. France, tu le mentionnais d'entrée de jeu. Puis, on dirait qu'on ne peut pas agir. Bien, on va voir vraiment qu'il y a des façons très concrètes où on va décortiquer des fois les tâches, où on va réorganiser le travail qui va avoir un effet très positif sur la santé des gens, sur le climat de l'équipe aussi. Donc, 3 décembre, je vous invite à participer à ce webinaire-là. Si vous n'êtes pas inscrit, il est toujours temps de s'inscrire. Puis pour la rencontre d'aujourd'hui, on va pouvoir envoyer le PowerPoint suivant. En fait, vous allez le recevoir probablement demain. L'enregistrement aussi de la rencontre va vous être envoyé dans ce lien-là, ainsi que l'appréciation de la rencontre. Comme à l'habitude, on apprécie justement avoir vos commentaires sur la rencontre qu'on vient d'avoir, puis que je vais pouvoir partager avec France également. Alors, France, merci beaucoup. Encore une fois, un plaisir de te recevoir. Merci pour la disponibilité. Puis tout le monde, je vous souhaite un bel après-midi et je vous laisse avec 4 minutes pour que vous puissiez prendre le temps. Merci tout le monde. Merci. Bon après-midi.